Léonard de Vinci, oui, un nom qui claque, hein, comme une évidence de génie. C'est clair. Mais au-delà du peintre célébrissime, il y a l'inventeur, l'ingénieur, et justement, on a sous les yeux pas mal de documents fascinants sur ses créations, surtout celles liées au transport. Oui, tout à fait. On va essayer de plonger un peu dans ces idées, qui sont parfois un peu folles, mais souvent très visionnaires. Absolument. Et tout ça vient de milliers de pages de notes, de croquis, les fameux codex, quoi. C'est ça. L'idée, c'est de décortiquer un peu sa méthode, sa façon de penser, comment ce type, il y a 500 ans, a pu imaginer des trucs qui préfigurent nos hélicos ou s'attaquer à des problèmes de navigation hyper pointus. Ce qui est fou, c'est qu'on sait qu'il passait un temps énorme en recherche. Apparemment, près de 90% de son temps, c'était ça. Ah oui, quand même. Donc, on va essayer de voir comment fonctionnait ce processus créatif assez unique. Et ça commence très fort avec une idée fixe, une obsession qui semble l'avoir suivi toute sa vie, faire voler l'être humain. Le grand rêve. Un rêve vieux comme le monde, bien sûr, mais chez lui, ça prend une tournure presque mystique, non? Il raconte un rêve d'enfance avec un oiseau. Oui, tout à fait. Il relate cette histoire avec un Milan, un rapace, qui serait venu sur son berceau. Il interprète ça comme un signe, une prédestination en quelque sorte. D'accord. Mais bon, au-delà du symbole, il y a des motivations très concrètes. D'abord, l'artiste en lui. Imaginez pouvoir peindre des paysages vus du ciel. Ah oui, C'était une perspective complètement nouvelle à l'époque. révolutionnaire, une motivation artistique donc. C'est intéressant. Mais il bossait aussi pour Ludovic Sforza à Milan, qui était quand même un personnage puissant, très orienté militaire. Est-ce que ça a joué aussi? Ah bah carrément, Est-ce que cette machine volante avait une visée, disons, un peu moins poétique? très clairement. On est à la fin des années 1480. Léonard est ingénieur militaire attitré du duc. Proposer une machine volante, c'était offrir un avantage stratégique énorme. Pour faire quoi? Pas forcément pour bombarder, hein, à ce stade. Plutôt pour l'observation. Survoler les lignes ennemies, rapporter des informations. Une sorte de drone avant l'heure, quoi. Exactement. Une arme d'espionnage et de reconnaissance. Et c'est là qu'il sort de son chapeau cette idée assez incroyable, la vis aérienne. Oui, Le concept de se visser dans l'air pour monter. Il fallait oser quand même, hein? c'est très audacieux et ce qui est génial, c'est de voir comment il connecte les idées. Il prend un principe connu, la vis d'Archimède, ce truc tout simple, pour remonter de l'eau et hop, il l'applique à l'air. Une transposition conceptuelle brillante. Exactement. Et apparemment, l'étincelle initiale viendrait même d'un jouet pour enfants qui existait à l'époque. Ah, c'est marrant ça. Et on a des détails assez précis grâce à ces carnets, ces codex. La machine, elle était comment? Oui, oui, ces dessins sont très détaillés. On voit une base posée au sol, un gros ressort pour donner l'impulsion initiale, la grande vis centrale, et puis l'hélice au sommet. Une hélice en toile de lin amidonnée, À mi-donner. Pourquoi? pour la rendre rigide et imperméable à l'air. Un peu sur le modèle des plumes d'oiseaux enduites de cire, qu'il observait sans arrêt. Il essaye même de représenter la résistance de l'air avec des hachures dans ses dessins. Il calcule, il anticipe les forces. C'est fou cette précision. Mais alors, le point faible évident, c'était le moteur. Comment faire tourner ce machin énorme de 10 mètres de diamètre? Et voilà, on touche aux limites de son temps. Et peut-être aussi à une certaine forme d'optimisme chez Léonard. Il comptait sur quoi? Sur la force humaine. Ah oui, 4 hommes qui devaient actionner le mécanisme via un pédalier ou des manivelles. Il avait bien l'intuition du potentiel musculaire humain, mais il semblait le croire presque illimité. ce qui, on s'en doute un peu, n'était pas du tout réaliste. 4 types, même super costauds. Non seulement la puissance aurait manqué, mais de façon criante. Mais en plus, la conception elle-même avait des défauts majeurs. Lesquels? Ben, comme la base restait au sol et que seule l'hélice tournait, toute la structure volante aurait tourné sur elle-même, en sens inverse. Sans aucun contrôle possible. Ah oui, d'accord. Pas stable du tout. Pas stable et incontrôlable. Bruno Gimbal, qui construit des hélicoptères aujourd'hui, le dit très bien. Il compare la puissance disponible à l'époque, peut-être l'équivalent d'un cheval de trait. Aujourd'hui, on a plus de 160 chevaux dans un moteur ultra léger sur un petit hélico. C'est pas le même monde. L'écart est juste colossal. Énorme. Et Gimbal confirme bien cette instabilité fondamentale du design de Léonard. Et pourtant, ce même Gimbal le qualifie de prophète, de visionnaire. C'est un peu paradoxal, non? Oui, mais parce que l'idée fondamentale, elle est là. Conceptualiser le vol vertical motorisé, c'est ça qui est énorme pour l'époque. L'hélicoptère moderne,
qui est devenu si essentiel pour le sauvetage en montagne, par exemple, avec sa capacité à faire du surplace. Oui, c'est vrai. Mais il découle de cette toute première intuition. Léonard, il a vraiment posé la graine conceptuelle, même si sa machine était irréalisable. D'accord. Donc cette obsession pour maîtriser les éléments, ça ne se limitait pas au ciel. Si on redescend sur Terre, enfin sur l'eau, à Milan, il y avait ces fameux canaux, les Navigi. Exactement. Et pour Léonard, c'était un autre super terrain de jeu pour l'ingénierie. Avec des défis bien spécifiques, là aussi. C'est-à-dire? Ces canaux artificiels, c'était vital pour le transport de marchandises, mais ils étaient souvent peu profonds. Et puis, pas de vent régulier et fiable comme en mer pour utiliser des voiles. Il fallait donc inventer un bateau rapide qui puisse naviguer avec peu d'eau et qui n'ait pas besoin de voile. Pas simple, effectivement. Non, pas simple. Et là encore, il ne part pas de rien. Il connaît les travaux précédents, notamment ceux de Brunelleschi, Celui du dôme de Florence. lui-même. Brunelleschi avait imaginé un engin un peu amphibie à roue à aube, le badalone, pour transporter les blocs de marbre sur le fleuve Arno. D'accord. Léonard reprend cette idée de roue à aube, mais il la perfectionne, il la pousse beaucoup plus loin. Et comment il l'améliore concrètement? Alors, déjà, il dessine un bateau à fond plat, logique pour naviguer en eau peu profonde. Ensuite, l'idée, vraiment brillante, utiliser la force des jambes. Ah oui, Oui, via un système de pédalier. Les jambes sont bien plus puissantes que les bras pour actionner les roues à aube de façon continue. malin. Très malin. Il multiplie aussi le nombre de roues pour augmenter la puissance et il conçoit tout le système de transmission du mouvement des pédales aux roues avec des courroies, des engrenages. C'est détaillé dans les codex. Et son choix des matériaux, là aussi, il est spécifique. Il ne prend pas n'importe quel bois, j'imagine. Non, et c'est là qu'on voit son intelligence très pratique, très concrète. Du bois dur pour les mécanismes, les engrenages, tout ce qui doit résister à l'usure. Du bois tendre et léger pour la coque, pour que ça flotte bien. Et puis, plus surprenant, Oui. du bois lourd et massif pour les roues à aube elles-mêmes. Attendez, lourd pour des roues qui doivent tourner vite? Ça paraît contre-intuitif, ça. Ben oui, mais c'est là le coup de génie. Il comprend qu'une fois lancé, le poids de ces roues crée de l'inertie. Ah! Et cette inertie, elle aide à maintenir le mouvement entre deux coups de pédale. Elle lisse l'effort et il devient même une force de propulsion additionnelle. Il utilise la physique à son avantage en fait. C'est assez subtil. Et cette idée de bateau à roues à aube pour les eaux peu profondes, est-ce que ça a eu un avenir? Est-ce que ça existe encore aujourd'hui? Et comment? Regardez le Loire Princess. C'est un bateau de croisière moderne qui navigue sur la Loire. La Loire qui est connue pour être très peu profond par endroits avec des bancs de sable? Exactement. Eh bien ce bateau, il utilise précisément ce concept, un fond plat et de grandes roues à haute latérale. C'est le seul navire de cette taille qui peut passer avec à peine 80 cm d'eau sous la coque. Incroyable! Sans toucher le fond, sans abîmer l'écosystème, 5 siècles plus tard, la solution imaginée par Léonard reste la référence pour ce type de navigation très spécifique. Le responsable de la navigation le dit lui-même. Même configuration, sauf qu'il y a un moteur diesel et des commandes confortables. C'est fou cette continuité technique. Bon, alors, changeons complètement de sujet pour aborder un truc un peu plus controversé, le fameux vélo de Léonard. Ah oui, Ce dessin qui a été retrouvé dans les années 60 dans le Codex de Madrid et qui ressemble quand même de manière troublante à nos vélos modernes. oui, la ressemblance est frappante, c'est vrai. Un cadre, deux roues, des pédales, une chaîne. Mais quand on regarde de plus près, il y a des trucs qui clochent sérieusement. Comme quoi? Le guidon n'a pas l'air de pouvoir tourner, par exemple. Le cadre est incomplet, bizarrement fichu. Ce vélo-là, il n'aurait jamais pu rouler correctement. D'accord. Et les experts aujourd'hui, ils en posent quoi de ce dessin J? C'est vraiment de Léonard de Vinci? Le consensus est assez clair maintenant. Très probablement pas. Ni le style du dessin, ni l'encre utilisée ne correspondent vraiment au reste de son œuvre dans les codex. Ah! On pense plutôt à un ajout postérieur, peut-être un de ses élèves, ou même, certains disent, une supercherie, un faux. L'auteur reste une énigme en fait. D'accord, donc l'image du vélo inventé par Léonard, c'est plutôt un mythe. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'a rien à voir avec l'histoire du vélo? Pas tout à fait. Parce que s'il n'a probablement pas dessiné ce vélo-là, il a en revanche dessiné un composant absolument essentiel du vélo moderne, la chaîne. Ah! Intéressant. Oui, dans un autre de ses recueils, le Codex Atlanticus, on trouve des croquis hyper précis de mécanismes de chaîne. Avec des maillons articulés, des roues dentées, des engrenages, c'est très très similaire à nos chaînes de vélo. Il a donc dessiné le principe de la chaîne de transmission, hein. Exactement. Des maillons plats, articulés, qui relient deux roues dentées pour transmettre un mouvement rotatif d'un axe à un autre. Et ces dessins sont d'une beauté et d'une clarté technique
remarquable. Et il pensait utiliser ça pourquoi s'il n'avait pas de vélo en tête, hein? Probablement pas pour un vélo, qui n'existait pas. Plutôt pour des mécanismes verticaux, peut-être pour remonter un seau d'un puits de façon continue et régulière, ou pour d'autres machines qui nécessitaient une transmission de mouvement contrôlée. Une invention prometteuse, comme on dit, mais qui est restée théorique à son époque. C'est ça. Encore une idée géniale, restée sur le papier. Mais quel héritage! Aujourd'hui, cette petite invention de la chaîne, elle est absolument partout. C'est vrai. Les vélos, bien sûr, mais aussi les motos, les moteurs de voitures, plein de machines industrielles, même des appareils ménagers. Exactement. Comme le dit un ingénieur vélo, Arthur Vitouk, la chaîne moderne, elle est optimisée pour la transmission de force, les changements de vitesse. Chose que Léonard n'avait pas prévue, évidemment. Et les matériaux ont changé. Du métal résistant au lieu du bois ou du métal fragile de l'époque. Mais le principe de base est là. Donc, même si le dessin du vélo est un faux, sa contribution via l'invention de la chaîne, elle, est bien réelle et fondamentale. Tout à fait. Une de ces innovations discrètes, mais qui ont eu un impact révolutionnaire. Bon, revenons à cette fascination pour le vol. Après l'échec probable de la vis aérienne, il n'abandonne pas l'idée, j'imagine. Ah non, loin de là. Il ne lâche jamais l'affaire. Et il se tourne vers son autre grande source d'inspiration constante, la nature. L'observation des oiseaux, c'est ça. Oui, mais pas seulement. Les oiseaux, les chauves-souris. C'est ça sa force, cette capacité d'observation quasi scientifique. Il passe un temps fou à étudier leur vol, mais aussi à les disséquer pour comprendre la mécanique des ailes, la structure des os, les muscles. Une approche très méthodique. Très. Et il en tire une conclusion qui peut nous sembler évidente aujourd'hui, mais qui était révolutionnaire pour son temps. Laquelle? Que l'air n'est pas vide. Que l'air a une consistance, une densité, une résistance sur laquelle on peut s'appuyer ou qui peut nous freiner. Ah oui, c'est fondamental. C'est cette compréhension qui lui permet d'imaginer qu'un homme pourrait être soutenu par l'air, comme un oiseau en vol plané, ou ralenti dans sa chute. Et ça, c'est la base même de l'idée du parachute. Justement, le parachute, il en dessine un concept assez étonnant, non? Une sorte de pyramide en toile. Oui, on trouve ça dans le Codex Atlanticus. Une structure pyramidale qui doit être maintenue ouverte par un cadre rigide, il parle de bois, de bambou, peut-être même de fil de fer. Et puis une toile, sans doute du lin, encore une fois, traitée pour être imperméable à l'air et à l'eau. Et toujours cette obsession de la légèreté, j'imagine. Toujours. Il est fasciné par la légèreté des squelettes d'oiseaux, leurs os creux. Il sait que le poids est l'ennemi numéro un. Mais comme la vis aérienne, il n'a jamais pu le construire, ce parachute. Non, toujours pareil, un manque de moyens techniques, de matériaux adéquats, de financement sans doute aussi. L'idée était là, brillante, mais irréalisable pour lui à l'époque. Mais elle a inspiré les pionniers plus tard. Oui, elle a clairement influencé les premiers parachutistes comme Garnerin à la fin du XVIIIe siècle. Et puis bien sûr, l'usage militaire massif au XXe siècle. Et il y a des passionnés aujourd'hui qui ont tenté de construire et de tester ce parachute pyramidal, d'après les plans de Léonard. Oui, une aventure assez folle menée par Patrick Guerne et Olivier Vietti. Ils ont voulu voir si ça marchait vraiment. Et alors, premier problème, le poids, j'imagine. Exactement. En calculant avec les matériaux de l'époque, du bois massif pour le cadre, de la toile de lin épaisse, ils sont arrivés à un poids énorme, plus de 80 kilos, rien que pour la structure du parachute. Impossible à porter et à sauter avec. Ah oui, c'est rédhibitoire. Ils ont dû adapter les... Obligé. Ils ont utilisé de la toile de parachute moderne, beaucoup plus légère et résistante, et une structure légère type moustiquaire pour la base, pour garder la forme. Et ils ont découvert un défaut dans le dessin original, un truc que Léonard n'avait pas vu. Oui, un point crucial. Léonard n'avait pas prévu d'ouverture au sommet de la pyramide. Or, sans cette cheminée pour laisser l'air s'échapper de manière contrôlée, Ça fait quoi? le parachute devient complètement instable. Il se balance, il peut se refermer. C'est très dangereux. Ils ont donc dû ajouter cette ouverture pour stabiliser la descente. Une modification indispensable. Et le saut lui-même, ils l'ont fait d'où? D'un hélicoptère, à 650 mètres d'altitude. Et ça a donné quoi? Ça marchait? Le testeur Patrick Guerne raconte un moment assez magique. Après quelques secondes de chute libre, le parachute s'ouvre, et là, silence total, une descente parfaitement stable, droite. Incroyable, hein? Sa conclusion est très forte. Il dit « Léonard de Vinci a vu parfaitement juste. Le concept de base était bon. Il fallait juste les bons matériaux et cette petite modification technique. C'est assez émouvant quand même de se dire que la plus vieille machine volante imaginée par l'homme, comme il l'appelle, a réellement volé grâce à eux, 500 ans plus tard. » Oui, c'est une belle preuve de son génie visionnaire.
Mais le rêve ultime de Léonard, le Graal, ça restait de voler comme un oiseau, non? En battant des ailes, l'ornithoptère. Ah oui, ça, c'était son obsession absolue. Des milliers de notes, de croquis là-dessus. Il a poussé l'étude anatomique à un niveau incroyable pour l'époque. Il dissèque des oiseaux, des chauves-souris. Il analyse les muscles, les tendons, la mécanique fine de l'aile. Pour comprendre comment ça marche et le copier. Exactement. Il cherche à combiner le vol battu, pour la propulsion, et le vol plané, pour l'efficacité. Ces dessins sont apparemment très complexes, parfois plus des études de détail qu'un plan d'ensemble. Oui, c'est souvent ça. Il zoome sur une articulation d'aile, sur un mécanisme de levier. Les formes de la machine varient aussi. Parfois ça ressemble à un oiseau, parfois à une chauve-souris. Le pilote est dessiné parfois debout, parfois allongé. Mais on voit l'ingéniosité partout, même dans les détails. Ah oui, il pense à tout. Des systèmes de cordes et de poulies pour que le pilote actionne les ailes. Il pense même à un train d'atterrissage. Ah oui, carrément. Ça montre à quel point il visualisait la machine en fonctionnement réel. Tout à fait. Mais toujours ce problème récurrent qui revient sans cesse, le poids et la force nécessaires. Oui, comment faire assez léger et comment générer assez de puissance. C'est ça. Il vise une machine autour de 80 kg, pour un pilote qui ferait aussi environ 80 kg. Donc, il imagine utiliser des matériaux ultra légers, de la canne de Provence, du saule, des tendons d'animaux séchés, de la toile très fine. Et pour la force, toujours les muscles humains. Oui, mais en essayant d'optimiser au maximum. Il conçoit des systèmes complexes pour que le pilote utilise tout son corps, les bras pour actionner les parties externes des ailes, et surtout les jambes, beaucoup plus puissantes, pour le mouvement principal de battement. Il imagine une sorte de nage dans l'air. Mais pour décoller du sol, juste avec la force humaine, même optimisée, ça ne suffisait toujours pas, si? Non, il en était probablement conscient. C'est pourquoi il envisageait plutôt un décollage depuis une hauteur, une colline, pour prendre de la vitesse initiale grâce à la pente, un peu comme les pionniers du planeur bien plus tard au XIXe siècle. Et est-ce qu'il y a des indices qui laissent penser qu'un essai a vraiment eu lieu, qu'il a tenté de faire voler cet ornithoptère? Où il y a des traces, des mentions un peu cryptiques qui évoquent un vol ou une tentative de vol, autour de 1505. Ça se serait passé près de Florence, depuis le Montecchetieri, une colline surnommée la montagne du grand oiseau, ce qui est assez suggestif. Et qui aurait volé? Léonard lui-même? Probablement pas. Plutôt un de ses assistants ou collaborateurs. On cite parfois le nom d'un certain Zoroastro d'Aperetola, qui aurait servi de pilote d'essai. Et avec quel résultat? Réussite? Échec? Plutôt un semi-échec ou une semi-réussite, ça dépend comment on voit les choses. Apparemment, l'engin aurait réussi un vol plané assez impressionnant, sur près d'1 kilomètre. 1 kilomètre? C'est énorme! Oui, mais ça se serait terminé par un crash, et le pilote se serait cassé une jambe. Donc ce n'était pas le vol battu, contrôlé et soutenu qu'il espérait sans doute. C'était plutôt un planeur très performant pour l'époque. Mais quand même, planer sur 1 kilomètre au tout début du XVIe siècle, ça reste incroyable. Absolument. Et cet engin, avec ses grandes ailes, son système de contrôle par levier et pédale, il préfigure vraiment les premiers planeurs de Lilienthal et compagnie, 350 ans plus tard. L'audace de sa vision est juste stupéfiante, même dans ses tentatives qui n'ont pas totalement abouti. C'est vrai que quand on regarde l'ensemble de ces inventions liées au transport, que ce soit dans l'air ou sur l'eau, ce qui est frappant, c'est cette capacité unique à observer le monde, à connecter des domaines complètement différents, la biologie, la mécanique, l'hydraulique, et à partir de là, imaginer des solutions radicalement nouvelles. C'est un esprit vraiment hors norme. C'est exactement ça. Il combine une curiosité mais insatiable, une rigueur d'observation qui est quasi scientifique avant l'heure, et une créativité complètement débridée. Même si toutes ces machines n'ont pas été construites, ou n'étaient pas fonctionnelles en l'état, ces concepts, ces idées ont infusé des siècles d'innovation technique après lui. Il incarne vraiment cette idée du génie universel, non? Oui, totalement. J'ai lu quelque part une citation qui disait qu'il faudrait sans doute 15 spécialistes d'aujourd'hui pour égaler un seul Léonard, dans des domaines aussi variés. C'est une bonne image. Et on n'a sans doute pas fini de découvrir des choses dans les milliers de pages de notes qui nous restent, sans même parler de tout ce qui a été perdu au fil du temps. Ah oui, le potentiel de découverte dans ces manuscrits est encore immense. L'exploration de son esprit, de son univers mental, elle ne fait que commencer, d'une certaine manière. Finalement, ce qu'on voit à travers cette exploration de ces machines de transport, c'est que Léonard ne cherchait pas juste à construire des trucs. Il cherchait avant tout à comprendre. Oui, Comprendre les principes fondamentaux du mouvement, les lois de la nature, la mécanique intime du monde qui l'entourait. c'est une excellente synthèse, je trouve. Sa quête, elle était autant scientifique et technique que
presque philosophique en fait. Comprendre le fonctionnement des choses. Ce qui nous amène peut-être à une dernière question, une réflexion pour aller plus loin. Au-delà des machines elles-mêmes, aussi fascinantes soient-elles, quelle est la leçon la plus durable, la plus actuelle qu'on peut tirer de l'approche de Léonard face à l'inconnu, face à la complexité? Bonne question. Comment est-ce que sa méthode, observer intensément, questionner sans arrêt, faire des ponts audacieux entre les disciplines, comment est-ce que ça pourrait nous inspirer aujourd'hui face aux défis complexes auxquels on est confronté?